Donc je sais que vous allez avoir du mal à trouver le genre de color. L'avantage du latin, c'est que souvent vous avez des adjectifs qui sont là avec le nom et qui vont servir à préciser le genre du nom. Donc suus, eh bien, nous indique que color est masculin et qu'il est au nominatif. D'accord? Donc sa couleur. Alors on pourrait se dire que notre groupe nominal, suus color, est coupé en deux et que la seule chose qui en latin comme en grec peut couper un groupe nominal en deux est un génitif. C'est vrai, mais pas en poésie. Puisque en poésie, à cause de cette alternance de syllabes longues et de syllabes brèves, eh bien, on va être obligé d'éclater les groupes nominaux et de mélanger tous les mots de la phrase. Hein. Vous l'avez bien vu avec le verbe qui était coupé en deux, avec une partie qui était renvoyée devant. Ce qui veut dire que, en fait, Andromédaille, ici, ne va pas être sujet, ne va pas être, pardon, complément du nom au génitif, ce sera en réalité un datif. Donc en fait, si on réfléchit, I, ça peut être trois choses. Ça peut être du nominatif pluriel, le verbe est tout singulier, donc ce n'est pas possible. Ça peut être du génitif singulier, ouais, ça aurait pu. Euh, et ça peut être du datif aussi, complément indirect au datif singulier. Alors un autre truc qui me fait dire que ça ne peut pas être du génitif, c'est que ce serait un peu redondant. Sa couleur d'Andromède, bah, on se doute bien que c'est celle d'Andromède puisqu'on a rajouté sous devant. Donc si ça avait pas été si ça avait été un génitif, on n'aurait pas eu besoin de sous, c'est ridicule. D'accord, ça devient totalement redondant. Je vais mettre nec en rouge et je vais l'entourer puisque c'est la négation et que la négation porte sur le verbe. Donc sa couleur, nec objectus, donc nec objectus, ne fut pas objecté, ne fut pas reproché, à qui? À Andromède. Donc sa couleur ne fut pas reprochée à Andromède. Alors nous sommes avec un verbe à la voix passive, on va donc chercher un complément d'agent. Donc le complément d'agent, eh bien, est souvent introduit par la préposition à ou ab, c'est-à-dire qu'on va mettre ab quand le mot qui suit commence par une voyelle et on va supprimer le B si le mot qui suit commence par une... J'arrive pas à supprimer le B, je sais pas pourquoi. Si le mot qui suit commence par une consonne. Donc ici, on a mis le B puisque le mot ilo commence par une voyelle. Je vous rappelle aussi qu'on utilise cette préposition uniquement quand on a affaire à un complément d'agent animé, c'est-à-dire un complément d'agent doté d'une âme. D'accord? Donc complément d'agent animé, complément d'agent doté d'une âme. Dans la poésie, on n'est pas obligé de noter cette préposition ab, puisque en fonction du nombre de syllabes qu'on a dans le vers, on peut supprimer cette petite syllabe, ça peut aider le poète. Donc vous verrez, si vous continuez le latin en 5e réto, là vous verrez que quand vous arriverez en réto et qu'on étudiera la poésie plus en profondeur, on n'a généralement pas ce ab. Donc ilo, à l'ablatif masculin singulier, c'est notre complément d'agent. Donc sa couleur ne fut pas objectée, ne fut pas reprochée à Andromède par celui-là, alors là ça devient un petit peu compliqué au niveau de la construction, mobilis in gemino cui pede pina fuit. Bon, on regarde ce qu'on peut déjà analyser avec beaucoup de précision. On trouve tout de suite le verbe fuit. Donc, verbe à l'indicatif parfait actif, troisième personne du singulier. Ok? On regarde ce qu'il y a d'autre qu'on peut tout de suite supprimer dans la phrase. Ici, on voit in. In, on sait que c'est une préposition en latin qui exige la présence soit de l'ablatif, soit de l'accusatif. On regarde ce qui suit. On a gemino, o, c'est visiblement un ablatif. Hein. Donc, in plus ablatif, je peux souligner, in plus ablatif, masculin singulier, c'est un cessé de lieu. Le problème, c'est que gemino est un adjectif. Geminus aum, ça veut dire jumeau qui va par deux. Donc, on va chercher un autre mot à l'ablatif euh, auquel pourrait se rapporter gemino. Et puis, on regarde, on remonte. Oui, est-ce qu'il peut être à l'ablatif? Non. PD, est-ce qu'il peut être à l'ablatif? Oui, c'est l'ablatif de pes pedis. Donc, ablatif masculin singulier, cessé de lieu, c'est le nom auquel se rapporte l'adjectif gemino. Donc, notre groupe cessé de lieu, c'est in gemino PD. Sur chacun des deux pieds. Ok? On regarde un petit peu ce qui nous reste. Bon, on a le verbe être. On va donc chercher son sujet, un mot au nominatif singulier.
on regarde un petit peu dans la phrase, on a mobilis. Mobilis, c'est un adjectif de la deuxième classe, c'est mobilis is est. Donc, il se trouve obligatoirement au nominatif, enfin non pas obligatoirement, il aurait pu être au génitif aussi, hein. Donc, il est au nominatif, ici féminin singulier. C'est un adjectif, il se rapporte obligatoirement à un nom. Alors, à quel nom se rapporte-t-il? Il nous reste un seul nom dans la phrase, Pina. Donc, le sujet, c'est mobilis Pina, au nominatif féminin singulier. Comment je sais que mobilis n'est pas l'attribut du sujet avec le verbe être et que Pina n'est pas le sujet? Parce que quand on cherche le sujet d'un verbe en latin et qu'on hésite entre deux mots, le sujet est toujours le plus éloigné du verbe. Ce qui veut dire que ici, mobilis est obligatoirement sujet de fuite. Or, mobilis est un adjectif, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas être attribut. Donc, un adjectif se rapportant obligatoirement à un nom, bien ça voulait dire que Pina allait avec mobilis. Ok? Il nous reste cui à analyser. Cui, c'est un pronom relatif. Donc, c'est un pronom relatif au datif masculin singulier. Donc, un pronom relatif au datif masculin singulier, ce qui veut dire que notre phrase est en fait une P2 relative. Cette fois-ci, une vraie. Donc, on peut le noter. Hop, hop, hop. Une vraie proposition relative. Voilà. Donc, le pronom relatif, je vous le rappelle, prend le genre et le nombre de son antécédent. Donc, il est masculin singulier. Son antécédent, c'est ino. Et il prend le cas qu'exige sa fonction dans la P2 relative. S'il est au datif, masculin singulier, eh bien c'est donc qu'il est complément indirect de la phrase. Ok? Donc, sa couleur ne fut pas reprochée à Andromède par celui-là, à qui Pina, peine, en italien, penne, c'est l'aile. Pour celui-là, à qui l'aile mobile fut sur chacun des deux pieds. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je surveille le temps et je vous explique. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aile mobile attachée à chacun des deux pieds? Eh bien, en fait, cela fait référence au prince Persée, au héros de la mythologie grecque Persée, qui, pour pouvoir sauver sa mère d'un mariage désastreux, a dû partir tuer le monstre Médée. Donc un monstre repoussant, hein, donc une femme qui avait des vipères à la place des cheveux, des défenses de sanglier à la place des canines, des écailles de dragon sur le cou, des ailes de chauve-souris dans le dos, une queue de serpent à la place des jambes, et dont le regard avait le pouvoir de changer en statue de sel, même après sa mort, quiconque le croisait. Alors statue de sel, c'est pire qu'une statue normale, puisque c'est sans espoir, quand il pleut, le sel fond. Voilà. Donc le prince Persée a reçu pour accomplir sa tâche l'aide de la déesse Athéna, qui lui a offert trois choses. Hein. Donc c'est-à-dire qu'elle lui a offert un bouclier vraiment poli, très très brillant, forgé par Héphaïstos, une épée capable, que vous voyez sur ce tableau aussi, hein, une épée capable de trancher même l'acier, encore que l'acier n'existait pas dans l'Antiquité, et elle lui a prêté aussi les sandales d'Hermès, donc le messager des dieux, Mercure chez les Romains, hein, celui qui avait des ailes de coq sur son chapeau et des ailes de coq sur ses sandales, donc vous les voyez aussi sur ce tableau. Donc Persée va partir, va réussir à tuer le monstre Méduse. Alors normalement j'ai une autre image où on voit cela. Hop, voilà. Donc il tue le monstre Méduse. Alors comment s'y prend-il pour tuer le monstre? Eh bien en fait il va dans l'île où se trouve Méduse, il brandit son bouclier et Méduse croise son propre reflet. Et donc enfin non, il utilise alors il y a plusieurs versions de la légende. Soit elle croise son propre reflet, donc elle est pétrifiée. Soit il utilise le bouclier pour la regarder sans vraiment la voir. Et du coup, il peut observer dans un reflet et coordonner ses mouvements pour tuer le monstre Méduse sans la regarder véritablement puisqu'il regarde le reflet du monstre. Donc il lui tranche la tête, il met cette tête dans un sac et va revenir en volant grâce à ses sandales ailées, hein, va revenir en volant vers la Grèce. Et en chemin, il va croiser une très belle jeune fille en passant au-dessus de l'Éthiopie. C'est pas ça que je voulais mettre. En passant au-dessus de l'Éthiopie, voilà, il voit une très belle jeune fille qui est enchaînée à un rocher, à une colonne au bord de la mer.
et il voit surgir des flots un monstre terrifiant, un dragon, qui s'apprête à la